Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici pour le nouveau duo de la plateforme de la création architecturale, dont je vais vous rappeler un peu le principe, parce que tout le monde me dit, mais un duo, c'est quoi à vrai dire? En fait, ça fait 8 ans que nous avons créé ce format un peu expérimental de faire une rencontre de deux équipes d'architectes qui ne travaillent pas ensemble, qui ne se connaissent pas forcément, qui n'habitent évidemment pas le même pays, puisqu'il y a toujours une équipe française confrontée. Je dis bien confronté, mais ce n'est pas une battle, comme on dit. Hein. C'est une confrontation intellectuelle sur le terrain de l'architecture à une autre équipe venant de l'Europe. Et là, ce soir, évidemment, on va parler, on est dans le Sud. Alors, on a une vraie attirance, nous, ici, pour le Sud, mais on a fait des choses avec bien d'autres pays, hein, je tiens à le dire tout de suite. Et pourquoi le Sud? Mais c'est parce que, voilà, il y a là une culture de l'architecture entre l'Italie, la France et l'Espagne, sans oublier le Portugal, évidemment, où on a évidemment des valeurs partagées. Common ground, dirait si bien David Chipperfield. Donc, à chaque fois, nous rassemblons des architectes. Ici, on se souvient de Carme Pinos avec Marc Barani. On se souvient aussi de Inès Lobo avec Pierre-Louis Falocci, par exemple. Justement, toujours des univers différents, des projets différents. Et ce soir, ce qui les rassemble, parce qu'on me pose toujours la question, et on me l'a encore posé tout à l'heure, et en fait, qu'est-ce qui les rassemble? Ben justement, c'est une sorte de finesse de travail sur la question-là. On pourrait presque dire du patrimoine, voire de la ruine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment comment plutôt transformer une ruine en justement, non seulement un projet, ça c'est une évidence, mais aussi un lieu vivant. Et il se trouve qu'au cœur de la Corse, ou bien dans la Catalogne profonde, eh bien, on a vu des projets tout à fait intéressants. Donc, je vais très vite m'arrêter de parler parce que c'est Ivan Blasi que je remercie d'avoir accepté d'être le modérateur. Alors, Ivan Blasi, il est de la Fondation, il est critique d'architecture et travaille à la Fondation Mies van der Rohe à Barcelone, avec qui nous sommes partenaires. Et justement, c'est le prix Mies van der Rohe, c'est le plus beau prix qu'un architecte puisse gagner pour un bâtiment, c'est le prix Mies van der Rohe. Donc, parce qu'il y a d'autres prix pour la carrière, mais celui-là, voilà. Donc, c'est une longue collaboration que nous avons ensemble, mais là, je l'amène dans un territoire, justement, terra incognita, bien qu'ils connaissent bien la Catalogne, mais la Corse, c'est pas sûr. Donc, ça se passera en espagnol, bilingue. Et je remercie déjà Sandra et notre ami ici pour la traduction. Donc à très vite et surtout poser des questions à la fin. Voilà, Ivan, c'est à toi. Merci beaucoup, Francis. Moi, je vais parler un peu en français, mais aussi en espagnol. Avec Carla, on va voir, parce que normalement, on parle catalan, mais aujourd'hui, on va essayer de parler en espagnol aussi. Et la première chose qu'on va faire, c'est de vous connaître plus. Et après, on va voir quelques-uns de vos projets pour en parler plus spécifiquement sur la façon que vous travaillez, comment vous travaillez. Je veux remercier pour pour organiser ces duos. C'est génial toujours de connaître des gens, des architectes partout par l'Europe et aussi ici en France que je ne connaissais pas, que je ne connais pas. Et dans le prix Mies van der Rohe, justement, on a l'opportunité de connaître beaucoup de gens, mais c'est facile de découvrir qu'il y en a beaucoup plus, qu'on a beaucoup de gens. Et dans ce cas, je ne connaissais pas Amélia, mais merci pour être ici avec nous. Et Carlas, même chose. Et je ne sais pas si vous avez tous vu le half-pipe, qui est une partie importante de cette conversation. Et c'est toujours important de voir les choses qui les approchent, mais aussi les choses qui sont différentes dans ce moment de travailler avec le patrimoine. Et après, comment présenter ce que vous faites, l'architecture, quand vous comprenez l'architecture. L'un de
des moitiés parle de ghost story, non, les fantômes. Et l'autre moitié, il y a cette façade à travers laquelle on voit le film avec quelques images et des mots, quelques phrases sur ce projet. L'importance aussi d'expliquer à partir de le langage l'architecture. Et dans le cas de Carlas, c'est un autre futur, another future. Et dans ce cas, on a le half-pipe, le half-pipe, avec les maquettes dans une façon que peut-être après tu peux nous expliquer aussi. Et donc, on a organisé la présentation avec quelques thèmes. Je vais mettre que les titres ici, il n'y a pas d'image maintenant. Mais pour vous connaître, comme je disais avant, un peu mieux, un peu plus, et après découvrir comment vous construisez, vous transformez ce qu'on a. Et la première partie, c'était d'étudiants architectes. Quand vous étiez des étudiants, vous voulez devenir architecte, vous voyez, j'imagine, l'architecture d'une façon, et peut-être une fois vous êtes commencé à y travailler, cette conception de ce qui est l'architecte de l'architecture a peut-être changé. Le rôle que l'architecte a maintenant dans la société, dans la transformation de contexte, comme ça, a une importance dans la façon que les gens en habitent, dans les villes, mais aussi dans les endroits, dans les petites villes et des endroits où vous avez travaillé. Alors, je voulais commencer, Amélia par exemple, pour connaître tes premières connexions avec le monde de l'architecture. Ça marche, ça fonctionne. Moi, j'arrive dans le monde de l'architecture par un biais qui m'est propre et qui est le fait d'avoir grandi au cœur d'une île, la Corse, mon insularité, et d'avoir grandi au cœur du maquis corse. On parle souvent de sa sauvagerie invasive, de sa beauté, et j'ai eu envie plus tard, de façon assez naturelle, et l'architecture était une façon d'y revenir, de sans cesse revenir sur cette terre qui est ma mère. Ma mère y vit sur cette île, mais la Corse est ma mère, et j'ai besoin sans cesse d'y retourner, de l'honorer, de réparer aussi certainement. Il y a quelque chose de psychanalytique dans la façon dont j'opère sur mes projets et une part de vie personnelle, donc de penser et repenser, penser P-A-N-S-E-R, on se disait avec Francis l'autre jour. Il y a une dimension humaine et affective très très importante. Il se trouve que l'architecture s'est imposée à moi dans cette façon de rendre hommage à ce territoire, pour en découvrir d'autres ensuite. Et on est très longtemps, on le sait, très jeune architecte. On parlait tout à l'heure de dévotion, on parlait c'est un travail presque, pas sacrificiel, mais il y a quelque chose pas de demi-mesure, c'est un engagement total. Et je l'exerce ainsi, et il m'avale de plus en plus, et l'humain est de plus en plus au cœur de la façon dont j'exerce ce métier. Et la façon comment tu voyais l'architecture et le rôle de l'architecte dans la société, ça, c'est le même? Je pense que le rôle de l'architecte aujourd'hui est central, on le sait, la ville, la façon dont on évolue dans cette ville, la façon dont on est au plus près de l'intimité de chacun, dans toutes les échelles de projet. Nous sommes à l'origine de beaucoup de la façon de vivre des gens. Nous avons une responsabilité phénoménale. Et je pense que cette prise de conscience a évolué forcément en rentrant petit à petit dans l'exercice de cette profession au fil des projets. Et je crois que c'est un parcours très, 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 très long et où il faut être très assidu pour
prendre pleinement conscience de cette responsabilité. Y en tu caso, Carlos, Dans ton cas, Carlos, comment s'est fait cette progression dans le devenir de l'architecte? Eh bien, bonsoir, bonsoir. Je crois que c'est une question de l'étudiant à l'architecte. À mon sens, je crois que nous ne cessons jamais d'être des étudiants parce que nous étudions constamment, nous apprenons. Je crois que dans l'architecture est une discipline qui exige d'être constamment en train d'apprendre et en train de désapprendre des choses que l'on nous a appris à l'école. Et nous nous sommes rendus compte que la ville a besoin d'autres types de réponses. Il faut apprendre à se jeter dans le vide et essayer d'apprendre à chaque commande, à chaque situation, à chaque lieu, commencer à partir de rien, de zéro, mais avec une expérience, évidemment. Et dans notre cas, je comprends, dans mon sens, je comprends l'architecture comme une discipline qui peut transformer de façon positive la ville, le monde. Je crois sincèrement que l'on a une opportunité, une chance en tant qu'architecte, architecte urbaniste, d'améliorer le monde dans lequel nous nous trouvons et qu'avec nos apports, nos projets, nous pouvons les pousser vers un futur qui soit meilleur. Et cela, vous le faites avec d'autres domaines, c'est-à-dire que vous le développez en tant qu'architecte, mais en travaillant avec des sociologues, avec différentes branches qui sont reliées à l'architecture. Comment le faites-vous, en fait? Eh bien, dans notre cas, nous avons besoin d'autres professionnels dans d'autres disciplines comme des biologistes, des anthropologues, des paysagistes, le monde du cinéma, de la photographie, de l'art en général, en fait, l'écriture également, à partir de la transformation sociale, urbanistique, qui a bien entendu une composante artistique, l'émotion dont on parlera dans les interventions dans la ville doivent émouvoir. Ce n'est pas une intervention qui est purement fonctionnelle, mais elle est à la fois émotionnelle, émotive même. Et je crois que dans toutes ces disciplines techniques, scientifiques, mais également artistiques, nous influencent dans notre travail et nous sommes constamment en train d'essayer de maintenir un dialogue avec des personnes qui sont dans d'autres domaines, dans d'autres champs. Alors je découvre qu'on a cette façon de pratiquer l'architecture en commun avec Karl, puisqu'on travaille en ce moment avec une équipe extrêmement pluridisciplinaire sur le centre-ville d'Ajaccio et sur la cité génoise d'Ajaccio. Et on a une façon très particulière d'aller vers le projet avec un préalable très très long, un diagnostic sensible de la ville où on a voulu partir en quête de l'âme de ce lieu. Je suis partie à l'aide des outils de l'anthropologie qui ne sont pas les miens. Lisa Terrazone, socio-anthropologue, m'accompagne. Documentariste, historiens fondamentaux, historiens contemporains viennent se rajouter, écrivains, viennent se rajouter à toute une série de compétences qu'on a plus l'habitude de voir dans ce type d'équipe de maîtrise d'œuvre. Et nous avons rencontré une cinquantaine de personnes, d'Ajacciens, pour connaître leur perception de leur ville, l'amour du lieu, la façon dont ils l'aperçoivent et dont ils se projettent, ce qu'ils lui reprochent. Il y a quelque chose de très amoureux sans cesse. Et on finit par tirer la singularité de cette ville, qui a sa géographie, son orientation, quantité de choses qui fait qu'elle est une ville méditerranéenne comme beaucoup d'autres villes, mais un certain nombre de caractéristiques qui sortent de la bouche de ces Ajacciens, qui pointent des pratiques qui font qu'à l'issue de ce long travail d'enquête, on est en mesure de donner la réponse la plus juste pour redonner un terrain de jeu aux Ajacciens et à leurs pratiques parfois qui ont disparu. Oui, on va retourner à l'importance de cette mer qui nous connecte culturellement culturellement, socialement et tout ça. Et
Mais avant ça, je voulais aussi quand on voit vos projets, il y en a, vous avez travaillé, vous avez l'expérience dans les villes, des villes plus grandes, et aussi dans des espaces plus ruraux. Et avec le patrimoine, pas toujours, quelquefois c'est avec le contexte qui existe, avec de nouveaux bâtiments. Mais je voulais savoir comment, pour vous, comment vous projetez, comment vous pensez un projet quand vous travaillez dans des grandes villes, dans des grands centres urbains, et s'il y a des différences quand vous travaillez dans des endroits plus ruraux, dans la nature par exemple, parce que les deux, vous avez cette expérience, vous avez fait des projets dans les deux endroits. Et si les émotions que vous parlez par exemple, non, ils sont les mêmes, comment ça change? Comment il faut penser aux gens qui vont être dans un autre contexte quand ils soient là? Carlos, par exemple. Nous avons eu la possibilité de travailler dans des environnements ruraux, dans des petites villes avec peu d'habitants, à l'extérieur de Barcelone, en Catalogne. Et même maintenant, nous travaillons à Majorque, dans des petites villes sur l'île, dans les petites municipalités et dans la ville même de Barcelone, avec les possibilités que nous avons de pouvoir travailler dans des quartiers. Nous les considérons un peu comme des petites villes en elles-mêmes, n'est-ce pas? L'installation, d'ailleurs, nous l'avons appelée comme avec le nom des quartiers où se trouvent justement ces projets qui se trouvent dans certains quartiers bien particuliers de Barcelone. Et donc, dans ce sens, notre façon de l'aborder, notre attitude est toujours la même. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre le potentiel du lieu, les besoins, essayer de récupérer certaines couches, d'apporter un minimum d'éléments possibles pour, par la suite, faire affleurer cette nouvelle architecture, cette nouvelle opportunité qui nous est ouverte. Parce que pour nous, c'est une opportunité, c'est une possibilité qui s'ouvre à nous pour établir les bases qui permettent que se produisent d'autres choses à l'avenir. Et ce qui nous intéresse, c'est que nous travaillons avec énormément d'intérêt, beaucoup d'intensité, travailler avec cette idée de récupérer la nature dans la ville, essayer de retrouver des environnements, de les récupérer, des environnements qui ne soient pas simplement naturels, mais en matière de biodiversité, essayer de réintroduire justement cette couche importante pour l'équilibre de la durabilité, comme la biodiversité. Bien entendu, c'est plus facile quand on travaille dans un environnement rural parce que cette couche existe, mais dans la ville de Barcelone, elle s'est perdue depuis de nombreuses années. Nous essayons de récupérer cette couche. La façon dont nous abordons finalement les différentes villes, les quartiers, ou même les municipalités, est toujours la même façon. C'est essayer de comprendre les différentes échelles, comprendre le territoire, mais également comprendre le matériel. Nous travaillons avec des différentes échelles en essayant de comprendre le matériel, son origine, d'où il vient, mais l'impact que cette architecture pourrait avoir sur un territoire plus vaste. Je rejoins totalement Karl dans sa perception des choses et une fois de plus, je crois que Francis, tu avais décelé tant de choses en commun que j'ignorais. Pour compléter les propos de Karl, je dirais qu'intervenir, j'adore toujours, mais j'ai découvert autre chose, j'adorais intervenir dans les grands paysages, dans les milieux ruraux, parce que j'aimais beaucoup les espaces secrets. J'aimais beaucoup me retrouver seule face à la nature. Et la Corse offre cette possibilité-là, à travers le couvent de Sainte-Lucie-de-Talane, à travers le couvent de Bonifacio. J'ai même trouvé le seul espace naturel protégé au cœur de la ville d'Ajaccio, qui est la citadelle d'Ajaccio. Tous ces espaces-là, nous sommes particulièrement gâtés quand on a la chance d'intervenir dessus, et une responsabilité folle vis-à-vis de la nature, qui est notre principal interlocuteur à ce moment-là. La faune, la flore, comment composer avec ce type de population finalement. Et puis tout doucement, au fil des années, j'ai pu intervenir dans des milieux urbains qui n'étaient plus la Corse, autour de Lyon,
Là, dernièrement, dans le Pays aixois, un projet passionnant de cité minière. Et j'ai eu la chance de me plonger pour comprendre, dans un site qui a une force phénoménale, puisqu'il reste un chevalet qui fait 60 mètres de haut, qui est percé à plus de... qui transperce le sol à plus d'1 kilomètre. Enfin, des choses totalement gigantesques. On appelle ça l'architecture encombrante. Et je suis plongée, j'ai pu plonger dans l'histoire de tous ces mineurs, dans l'histoire de ces gens qui remontent tellement loin, et j'ai pu me passionner pour des environnements qui m'étaient totalement étrangers avant. Et l'architecture nous offre cette possibilité-là. Comme le disait Karl, nous expérimentons sans cesse, nous repartons de zéro sans cesse, avec, il me semble, au fil des années, une espèce de mode opératoire que l'on essaie de répéter et d'adapter suivant les projets. Oui, je pensais aussi dans cette direction qu'il y a beaucoup de projets que dans les grandes villes, par exemple, quand vous utilisez les matériaux, les textures, les fenêtres, les petits trous qu'on trouve dans l'ascenseur ou dans le bâtiment que vous êtes en train de finir maintenant, que dans des endroits de petites villes et de ça, cette intégration de la biodiversité est naturelle. Et quand on pensait, je demandais par exemple, est-ce qu'il y a les insectes, les oiseaux qui ont commencé à occuper ces trous, ces endroits et tout ça. D'une perspective de la ville, on dit ah non, je ne sais pas s'il y a des problèmes avec les pigeons, avec les insectes, les moustiques et tout ça. Mais c'est ça qu'il faut changer, la mentalité. Comment penser que ces endroits qui permettent d'avoir des espaces pour toute cette naturalité, pour toutes ces espèces, animaux, pour les plantes, qui ont commencé aussi dans le cas de... Exactement. Ça, comment vous pensez, quand vous dessinez, quand vous commencez à penser les projets, que ça doit évolutionner à partir de le jour que vous disparaître un peu du projet? Moi, je crois que mes bâtiments ont que n'importe quel bâtiment sur lesquels on intervient a quelque chose d'organique. Et pour moi, sa façade et sa peau. Son enveloppe et sa peau, et je crois qu'on partage aussi cette volonté de ne travailler qu'avec des matériaux naturels et de penser que le temps, l'œuvre du temps, le rendra toujours plus beau. Et c'est dans cette dimension-là que je veux que le bâtiment se patine, vieillisse, et qu'il accueille autant de lichens que de mousses, que de fougères, et que cette communion avec la nature reprenne. Alors on est souvent, surtout en France, opposé à un certain nombre de réglementations, de mise en garde de la part de maîtres d'ouvrage un peu trop strictes, mais on trouve toujours une façon, il ne faut pas le dire, de détourner les choses pour que ce miracle arrive. Et Carles, pour rebondir sur ce que disait Amélia, il y a peut-être des différences entre vous deux. Amélia parle de l'importance de la façade et de la peau. Pour toi, quelle est l'importance de cette peau? Comment entends-tu la peau, l'enveloppe et le lien avec presque les tripes? Mais si je suis d'accord avec Amélia quand elle nous dit que avec le temps, les bâtiments changent, le poids du temps, il faut prendre en compte, c'est presque un matériau, le temps.
Moi, j'aime cette idée de travailler avec le temps, de penser à la vie utile d'un bâtiment. Il va se dégrader, il va vieillir, peut-être devenir plus beau, plus vivant. Mais il y a aussi la question que moi j'appelle de reprogrammation, prévoir ce qui va se passer aujourd'hui, mais peut-être donner la possibilité au bâtiment, cette possibilité d'évoluer, puisque il va y avoir des changements dans la vie des gens. Le lien avec la peau, nous avons vu ces magnifiques projets d'Amélia avec ces textures du couvent par exemple. Nous aussi, nous imaginons cette espèce de peau, mais depuis la structure. C'est peut-être plus la nudité. La peau, c'est quelque chose dont on a besoin. Il faut une façade pour un projet. Mais souvent, on essaye de minimiser pour des raisons de budget, mais aussi par volonté, de travailler avec un seul matériau et que ce matériau soit aussi bien la structure et la façade, un seul système. Alors bon, il faut quand même parfois utiliser 2, 3 matériaux. On essaie de faire les meilleures combinaisons possibles. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus en tête de vouloir radicaliser cette idée essentielle de l'architecture, quelque chose d'essentiel. Une structure qui doit être polyvalente, qui va avoir plusieurs vies, plusieurs usages. Et donc il faut toujours imaginer l'avenir. Alors on voulait parler justement de programme, d'un programme concret qui puisse s'adapter à plusieurs possibilités. Travaille avec le programme, un programme aussi ouvert. Oui, pardon. Non, que Carlos parlait de ces structures qui sont ouvertes. Non, que maintenant c'est un ascenseur où il y a un programme, mais qu'il pense toujours qu'il y a cette possibilité de les réutiliser d'une autre façon. Comment tu travailles avec ça dans tes projets? Si le programme est très strict ou c'est aussi ouvert? Alors, j'ai lu également que Carl opérait ainsi, de toujours avoir quelque chose en plus sur les projets auxquels il répond par rapport à la programmation initiale. Moi, j'ai tendance à penser, et les gens qui travaillent avec moi également, et les maîtrises d'ouvrage sont plutôt preneuses de ce genre de démarche, on a toujours envie d'offrir d'autres espaces ou des espaces mutualisés. Je parle notamment d'équipements scolaires, puisqu'on en fait énormément. Moi, je souhaite que l'école redevienne ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire un des équipements les plus importants au centre d'une ville ou d'un village. À ce titre, elle doit fonctionner en permanence. Et on fait en sorte, notamment dans un groupe scolaire qu'on est en train de terminer à Cabriès avec une amie artiste, Pauline Guerrier, qui a aussi œuvré sur le groupe scolaire de Villeurbanne d'ailleurs. On a pris le risque de proposer pendant ce concours de transformer par exemple la salle de motricité de la maternelle en un espace scénique qui s'ouvre complètement sur la ville, donc modulable, en aménageant une prairie devant une prairie qui n'était pas forcément dans le programme, cet espace scénique non plus, mais qui a pu séduire la municipalité dans cette idée justement d'usage hors temps scolaire. On est dans cette même logique d'économie. Ces bâtiments coûtent de plus en plus cher. Et de la même manière qu'on a la nécessité de les faire fonctionner seuls, dans l'architecture que l'on propose, qui soit le plus autonome possible, je crois qu'il y a aussi cette... avec les limites que l'on connaît, mais cette nécessité effectivement d'espace capable d'une forme de polyvalence. Et ça nous amène à l'importance de la lumière, de l'air, non? Maintenant, nous sommes dans le centre d'Europe, mais nous venons du continent, à côté de la mer, de la Méditerranée, dans le cas de Carles avec Barcelone. Et cette situation insulaire, dans le cas de Corse, avec beaucoup de tes projets. La mer, la Méditerranée, qui est une mer qui nous a connectés
beaucoup de fois, mais en même temps qui nous a, quelquefois, on voit encore aujourd'hui, c'est une barrière, non, avec d'autres cultures à l'autre côté, ou en Afrique, ou, le nord d'Afrique, et tout ça. Et je voulais savoir l'importance que cette mer, que la connexion avec l'horizon, avec avec une mer très spécifique, a dans votre travail. Dans ton expérience, c'est à partir d'une ville, une très grande ville, qui a une connexion, mais c'est une connexion qui a été récupérée en 1992, par exemple. Cette connexion, quand nous étions plus jeunes, n'était pas comme celle qu'on a maintenant, on pourrait dire, et c'est plus facile de voyager. Dans ton cas, c'était plus d'avoir habité là, mais une connexion très très forte, très directe. Je me souviens maintenant de comment tu expliquais cette connexion, cette importance avec l'eau dans un des entretiens. Et c'était parler de cette force que l'eau, l'air, le vent, la lumière, et comment ça peut changer dans les décisions que vous prenez dans les projets. Oui, il y a quelque chose avec la Méditerranée. C'est ce qui nous intéresse et nous préoccupe. C'est le climat qui a une influence sur un lieu. L'architecture, au final, c'est l'adaptation à un climat. Là, nous vivons une urgence, une crise climatique. Et la Méditerranée, malheureusement, va être une des zones les plus touchées d'Europe, due au changement climatique. Et donc, en tant qu'architecte du XXIe siècle, ça devrait être dans notre agenda, dans notre programme, ça devrait être notre ordre du jour. Travailler, essayer de faire des projets qui vont permettre de lutter contre le changement climatique, aussi bien à petite échelle qu'à grande échelle, que ce soit dans les logements ou à échelle territoriale, les villes. À Barcelone, beaucoup de projets sont en cours pour tisser plus de liens avec la mer, avec les fleuves, les rivières. Mais à mon avis, la base, c'est comprendre la ville comme quelque chose qui soit plus habitable. Donc on pense à des refuges climatiques, essayer d'améliorer l'environnement d'espaces extérieurs. Amélia nous parlait de son projet, d'un des projets d'école. On a beaucoup de choses se font à l'extérieur. Ça, c'est fondamental. La culture méditerranéenne, c'est la vie à l'extérieur. Nous travaillons beaucoup sur des espaces intermédiaires, des galeries, des porches, des pergolas, des terrasses, qui vont permettre pendant 7-8 mois vivre de façon optimale sans climatisation artificielle. Pour améliorer ces conditions, il y a la végétation, l'eau. Les mouvements de l'air sont extrêmement importants. Donc, dans nos bureaux, on étudie cela, mais je pense que cela devrait faire partie intégrante et ça devrait être la priorité de tous les architectes, améliorer les conditions climatiques des villes avec des interventions urbaines, mais également avec des bâtiments. Et la décision des matériaux est importante. Bois, céramique. Bien sûr, les matériaux vont avoir un impact au moment de leur fabrication, ensuite leur provenance également. Nos projets, ce sont des projets petits, des interventions petites, mais parfois sur des territoires assez étendus. Donc la décision du choix du matériau et logistique peut être économique, mais ensuite ce choix peut être sensoriel et architectural. Mais n'oublions pas également l'optimisation des ressources, les conséquences de la fabrication de ce matériau. On peut être durable, on peut lutter contre le changement climatique en utilisant des matériaux tels que le bois, la céramique, mais également en utilisant du métal ou du béton dans la bonne mesure. Il faut comprendre que l'utilisation des matériaux doit être justifiée de ce point de vue-là. Il faut essayer de minimiser leur impact.
sur la Méditerranée, on peut penser que la dimension insulaire a quelque chose d'enfermant. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle c'était une ouverture à tous les horizons et que la notion de rivage, d'interface entre la terre et la mer, pour moi, elle est permanente. Dès que je vais en Corse plusieurs fois peut-être parfois plusieurs fois par semaine, la première chose que je fais en atterrissant, c'est me rendre sur la plage et je prends sans cesse les mêmes clichés. Une espèce d'obsession de l'horizon, justement. Et cet horizon, je le retrouve sur tous nos projets, et plus particulièrement sur un projet sur lequel on est en concours actuellement et sur lequel on a réfléchi depuis de nombreux mois, où justement il s'agit de reconnecter une ville à son horizon. Quand elle lui a tourné le dos pendant des années et des années. Et on profite de cette opportunité pour faire un manifeste, raconter l'histoire du lieu en créant presque un jardin botanique qui retrace toutes les époques qu'a traversé une ville. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tout à fait capable de mêler à la fois le contact avec l'autre, l'histoire d'un lieu, et se projeter dans le futur, justement par rapport à cette nécessité d'inculquer alors à nos enfants, nos éclaireurs de demain, mais également à tout individu la richesse que recèle cette île, la Méditerranée en général, et combien il faut en prendre soin aujourd'hui, et qu'elle nous sauvera de ce réchauffement climatique. Et dans la décision sur les matériaux, c'est peut-être que comme Carla se disait, non? J'imagine. C'est une... Je crois que je n'ai pas encore acquis la même rigueur que Karl sur cette démarche-là. Je construis dernièrement beaucoup en terre cuite, avec des artisans qu'on a réussi à faire travailler sur des bâtiments, sur des choses totalement inédites, à des échelles beaucoup plus grandes que le travail qu'ils font habituellement. En ça, je trouve que c'est une belle réussite, mais j'apprends aussi que c'est un des matériaux qui est peut-être un des plus polluants à fabriquer, alors qu'on n'a pas cette image quand on y pense au départ. C'est un matériau naturel. Donc il va falloir, c'est une nécessité que j'ai cette rigueur-là sur les projets à venir. Ok. Donc, on parle ici et nous nous communiquons. Et je crois que c'est très intéressant comment vous avez présenté les projets ici, non? Et toi, tu travailles aussi le langage, la façon d'expliquer avec une écriteuse, écrivain, pardon. Et après, c'est très intéressant de voir votre... Ça rejoint un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, ce mélange des disciplines. Aujourd'hui, le fait de travailler quasi systématiquement avec quantité d'artistes, mais notamment Nina Bouraoui, qui est écrivain, elle révèle sans cesse le projet. Elle a une lecture qui fait évoluer le regard que je peux avoir moi sur le projet. Nina intervenait quand les projets étaient terminés. Aujourd'hui, elle intervient dès l'amorce des projets. Et ce dialogue existe réellement et enrichit le projet architectural parce que je suis en contact avec une autre discipline. Et à mon sens, les écrivains font la ville comme les architectes le font. Et je travaille de la même manière avec la plasticienne Pauline Guerrier, école de Cabriès, école de Villeurbanne, école de Loumio. Il y a cette même... une direction certainement différente et beaucoup plus riche que si j'avais fait ce projet seul. Oui, parce que c'est pas si facile, non, d'expliquer les projets. Les architectes, dans la plupart d'exemples, ils ne sont pas les mieux à écrire de son propre œuvre.
Je suis tout à fait d'accord avec Amélia. Je suis d'accord avec Amélia. Nous avons travaillé depuis les premiers projets avec Adria Gaula, qui est un photographe. Et il y a une influence réciproque de son travail sur le nôtre. Et j'ai pris en compte son point de vue et je pense que ça a amélioré nos projets pour bien comprendre un endroit à partir d'une autre discipline. Dans ce cas-là, la photographie. Mais nous avons incorporé cela avec nos projets. Donc je suis vraiment tout à fait d'accord avec Amélia. Les artistes, ou en tout cas les gens d'autres disciplines, peuvent nous enrichir en matière de communication, mais également en matière de création. On parle de changement climatique, par exemple, on parle de matériaux, on parle de villes, d'urbanisme. Mais l'architecture, c'est un travail artistique de création. Donc, ne perdons jamais cet aspect. La communication, c'est important, comme tu disais. C'est probablement l'une des choses les plus importantes, savoir communiquer. Car nos projets, ils communiquent par l'utilisation qu'on en fait, mais il faut une sorte de manifeste expliqué avec des dessins, des photos, des maquettes. Normalement, on ne fait pas de maquettes dans notre au bureau. On a conceptualisé ces 10 maquettes à la même échelle pour comparer les projets. Pour nous, c'est très important de se projeter vers l'autre, vers les autres, vers la société en général. D'ailleurs, Alors, sur Instagram, on a les images. Sur Internet, c'est les images maintenant. Mais vous deux, vous utilisez des phrases, des textes bien pensés, bien réfléchis. Dans le cas d'Amélia, To play with architecture, nous venons de l'enfance comme nous l'en vient d'un pays. Tout y commence, tout s'y annonce. Elle est la première pierre, la douceur et son salut, la poésie et son langage. Nous démarrons les hommes et les femmes de notre enfance. Feelings et des expériences sensorielles qui sont importants dans dans la façon comme vous racontez vos projets. Et Carla, tu utilises des mots comme stratégie thermodynamique, c'est pas si poétique, mais quand même, c'est une autre façon d'utiliser le langage. Mais une maison entre jardin, inhabiting series, non, comme habiter, architecture sans programme, abri perméable aussi. Et je crois que c'est cette façon comment vous référez à votre travail qui incorpore la poésie, non? Une façon d'expliquer les projets qui c'est pas seulement une description, c'est d'y entrer, comme je crois que tu expliquais maintenant. Et c'est important de comprendre que le langage architectural a aussi besoin de ce langage à partir de la poésie ou d'autres façons, non, pour être complètement expliqué et compris. Si on ne peut pas y aller et le visiter et comprendre avec les expériences personnelles qu'on a. Non? Les mots dont vous parlez sont les mots de Nina Bouraoui qui presque assez naturellement, et on est en train de faire de mes œuvres architecturales quelque chose de partagé. Et moi, j'ai la nécessité d'une mise en récit. Donc cette mise en récit, moi, je la fais dans la façon dont je conçois l'architecture, dont je peux faire des morceaux d'urbanisme, dont je peux faire certains objets aussi à des échelles beaucoup plus petites. Mais j'ai besoin que quelqu'un les raconte. J'ai besoin du langage, effectivement, parce qu'avec le langage, on communique. Et l'émotion intervient de la même manière que quand on photographie. Ce récit peut se faire avec des photos, il peut se faire avec quantité de médiums. Moi, celui du langage me parle. Et j'ai la chance d'avoir trouvé un interlocuteur avec lequel je suis en phase dans la façon de percevoir les choses. Après l'image, la façon dont on communique, je crois que c'est... Je ne sais pas comment le ressent Karl, mais moi, je suis amoureuse je suis
si amoureuse du métier que je fais, de ce qui arrive, de l'acte de construire, que j'ai besoin sans cesse de les photographier, de les faire photographier, de faire des images. J'ai besoin de capturer, comme quand on a des enfants, on les prend en photo sous toutes les coutures. Ben, j'ai besoin de ça et de tout archiver. Et on le fait aussi avec les mots. Et j'ai besoin de le partager parce que dans ce partage-là, quantité de manifestations positives arrivent. Oui, je voulais parler de l'engagement, non? Comment engager avec les gens qui ne connaissent pas le projet quand il est déjà fini, mais aussi comment vous travaillez avec les gens des quartiers, des villes et tout ça, avant de construire ou de transformer un bâtiment, un espace. Non? Ce moment où cette transformation commence, on connaît quelques gens. Non? Il y a le maître d'œuvre, mais il y a aussi des gens qui habitent là. Et comment vous faites ces gens participent de ce processus de transformation? Je voulais faire un petit commentaire sur la question précédente. Quand on parle de communication, du langage, je voulais faire un petit commentaire. Dans mon cas, je pense énormément aux titres, aux appellations des choses, aux phrases, même dans les concours. Très souvent, lorsque le titre du concours, qui pour moi est très important, c'est quelque chose qui n'apparaît que le dernier jour, à la dernière heure, peut-être même 5 minutes avant de remettre l'étude. Je travaille très longtemps quand je pense à l'appellation au cours de concours, parce qu'avec tout ce qu'on dit, comme le disait Amélia, cette communication de comprendre, conceptualiser, transmettre, c'est très très important. Et dans ce cas-ci, je le lis à la question suivante, n'est-ce pas, qui porte sur le rapport avec le quartier, avec les habitants. Je crois qu'en fin de compte, nous passons par des processus participatifs, nous y avons été impliqués. Et moi, je me suis rendu compte qu'à la fin, quand là où j'ai vraiment le mieux agi, c'est quand j'ai essayé de communiquer avec nos équipes, essayer d'expliquer ce que nous allons faire et ce que les gens comprennent. Ce n'est pas notre discipline, mais il y a là tout un processus de participation qui s'ouvre, une sorte de table ouverte, de débat, d'échange. Et c'est là vraiment que l'on peut écouter, mais nous ne sommes pas des dynamisateurs. En revanche, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en essayant d'expliquer ce que nous faisons, et puis en écoutant, en comprenant qu'on peut en tirer des conclusions, et là, et revenir avec ce discours, avec une idée qui est améliorée. Moi, je vais vous parler de façon un petit peu plus simple et poétique. Karl a une démarche très très engagée. Moi, je le fais de façon beaucoup plus intuitive. C'est aller à la rencontre des gens, même dans la rue, de villes qui me sont chères, quand on fait de l'urbanisme. Et immédiatement, les gens que l'on rencontre, mais c'est un peu propre à la Corse aussi. Christine Carbone pourrait nous en parler. L'anecdote en Corse devient très vite la grande histoire. Donc c'est des heures et des heures de récits et on adore ça. On sort des centaines de photos. Il y a un attachement phénoménal des habitants à leur ville en Corse. Donc là, une responsabilité, elle est toujours immense, mais encore plus grande dans des villes aussi sensibles, avec un tel sens j'allais dire, du civisme, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est la façon dont on est attaché vraiment à la ville où on est né. Et donc, j'ai la grande chance de pouvoir, à travers certains projets urbains de plus grande échelle, et grâce à la socio-anthropologue dont je vous parlais, d'entamer ces démarches participatives de diagnostic en marchant. Et ça t'arrive aussi à toi, Carlos, quand tu travailles à Gironella ou à Puig-Reig, que les gens sont
beaucoup plus engagés quand il y a une construction, une chose qui change dans leur ville, dans ces petites villes, et qu'ils sont continuellement intéressés à des histoires qui se passent autour de ces endroits. Évidemment, je pense que la meilleure façon de convaincre les gens, c'est d'agir, en construisant, bien sûr. Et très souvent, les gens se sentent plus à l'aise et puis ils utilisent et ils tombent amoureux finalement. Et ils veulent et ils font attention. Et ils entretiennent les lieux lorsqu'ils peuvent les utiliser. Le papier, le plan, finalement, c'est dangereux parce qu'il peut générer une incompréhension, manque de compréhension. Et dans ce cas-là, l'expérience que nous avons eue, c'est que les gens, dans une certaine mesure, a été plus attaché ou s'est plus impliqué, à trouver plus d'intérêt aux projets une fois qu'ils ont été construits et qu'ils peuvent les utiliser. Voilà pourquoi. Là, moi, je suis un petit peu critique avec certains processus participatifs qui sont politiquement corrects, du point de vue politique, bien sûr. Ah, c'est joli. Mais finalement, ça ralentit l'évolution logique d'un projet. Nous sommes des architectes. Et comme le disait Amélia, nous avons une sensibilité de comprendre un lieu, les besoins, les personnes. Et les architectes, eh bien, je crois que nous devons avoir plus de légèreté, plus de souplesse quand il s'agit de proposer, d'avancer. Dans le cas de Barcelone, comme tu le sais, c'est un processus qui est très lent. Les gens s'énervent un peu quand ils ne voient que rien n'avance. Et puis finalement, quand il y a des petites interventions, comme le cas de Recontal, qui est un projet que nous avons commencé il y a presque 10 ans avec un master plan, et là nous avons eu la possibilité de faire 2 petites interventions, et là nous voyons les gens qui utilisent les espaces. Je dois dire que c'est très gratifiant. On se rend compte que tout a un sens en fait. Et pour parvenir à ces résultats, et bien entendu, on a besoin d'un budget. Très souvent, les budgets sont très limités. Alors comment est-ce que vous travaillez avec justement ces budgets? Quel est le moment où finalement la dignification, pourrait dire, de cette profession doit être cohérente, elle doit être sérieuse, ou on doit dire bon ben non, là c'est pas possible, on peut pas, c'est pas digne, ou au contraire s'adapter à un changement de budget et poursuivre le projet. Je suis sûre que vous avez rencontré ces difficultés. Comment avez-vous fait face à cette façon de travailler à un moment où on commence à se trouver au cœur d'une crise économique et donc des budgets réduits et qui continuent d'évoluer, par exemple, tout au long de l'exécution d'un projet? Eh bien, en tout cas, ce n'est pas un sujet sur lequel on recherche, non, mais nous avons travaillé sur des projets à budget très limité. On nous a fait des propositions avec des budgets très, très limités. Il y a des aides européennes, il y a des petites mairies, des petites municipalités qui ont un peu d'argent pour réaliser des petites choses, mais ce que nous avons proposé a rendu le lieu plus digne, a apporté quelque chose au lieu. Pour nous, c'est un coefficient très important. On parle du temps en tant que matériau, n'est-ce pas? Et le devis est indispensable pour pouvoir planifier le projet. Récemment, nous avons réalisé un projet où nous avons remporté un concours en 2017. Nous avons réalisé un projet entre 2018 et 2020 avec un budget de 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros. Et au mois de mars 2020, je ne sais pas si vous vous souviendrez qu'il y a eu une pandémie mondiale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce projet devait être réalisé, mais en 2020, il a été décidé. Bon, il est évident qu'il n'a jamais été construit, il a été interrompu. Et tout le budget a été destiné à autre chose à Barcelone. 1 an plus tard, la municipalité nous a appelés en nous disant qu'il fallait qu'on commence à faire quelque chose dans ce lieu-là en réduisant de 90% du budget. C'est-à-dire que c'est 200 000 euros, quoi. Il fallait qu'on commence à faire quelque chose. Et à Barcelone, il y a plein de lieux qui sont vides, qui finissent par être occupés. Et c'est un problème qui est difficile. Ça coûte très cher d'expulser les personnes qui sont installées. Donc les bâtiments se dégradent. Donc nous avons essayé de vider le bâtiment,
le fermer pour attendre la future deuxième phase. Nous avons dit que c'était une possibilité pour faire un projet qui pouvait être utilisé dès le premier instant, dès l'instant où le bâtiment était fermé, travailler dans un espace vide, mais ouvrir cet espace et comprendre effectivement que peut-être le projet original pouvait passer par une phase temporaire prolongée sur le temps, dans lequel il y avait un espace, où il y a un espace qui peut être utilisé de façon indéterminée. C'est un espace vraiment différent qui est en rapport avec l'intérieur et l'extérieur. C'est un espace qui permet d'avoir tout type de programme où on peut s'en approprier pour n'importe quoi. Donc finalement, ce petit budget nous a permis de réaliser ce petit budget. On a dit, le municipalité nous a dit, on leur a dit, nous avons cette idée. Et finalement, comme ils n'avaient pas de budget, ils ont pris cette idée, ils l'ont achetée. Donc parfois, un petit budget, c'est une possibilité de travailler de façon plus radicale dans certains cas. De mon côté, il me semble que le couvent de Sainte-Lucie de Talanne est une illustration de ce que l'on peut faire justement avec un budget réduit. Et le fait de s'offrir justement une enveloppe qui dialogue parfaitement aussi bien avec le grand paysage, enfin parfaitement je ne sais pas, mais en tout cas c'était mon souhait, avec le grand paysage et la partie restante du couvent, nous a poussé à trouver quantité d'interventions à des sommes très réduites pour le reste des aménagements qui étaient prévus pour ce bâtiment qui devient un espace culturel. J'ai joué le jeu et on a réussi avec des matériaux qui, dans leur mise en œuvre, sont très nobles et qui ne sont pas forcément très onéreux, à lui donner toute la dimension, à lui redonner toute la dimension qu'il avait au départ. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette recherche plutôt compliquée. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais de l'épure, du dessin le plus simple. Parce que exécuter peut coûter cher. Donc essayer d'avoir le dessin, le trait, l'architecture la plus pure, la plus évidente possible. Je pense que tout ça va prendre beaucoup de temps, mais qu'au fil des années, au fil des projets, on affine, on simplifie, je dirais, l'écriture dans un souci effectivement d'économie. Et maintenant qu'on a commencé déjà à vous connaître un peu plus, non, comment vous pensez, on va avoir quelques images de quelques de vos projets pour commencer à en parler, non, avec des cas. Avec des projets que vous avez construits, que d'autres qui ne sont pas réalisés, des idées, des projets, de ça, pouvoir comprendre quelques thèmes qu'on a déjà parlé jusqu'à maintenant. Et par exemple, on parlait du couvent, non, il y a quelques images ici, et comment tu t'approches à ce bâtiment, non, qui était une ruine dans une petite ville, dans le centre de la Corse. Et comment tu commences à y penser, à comment travailler avec cet endroit. Et toutes les histoires, non? Tu parles de l'arbre qui était là. Et il y a des décisions qu'il faut prendre. Il y a une intuition qui est ici, aussi importante que beaucoup d'autres décisions qui se prennent d'une façon peut-être plus rationnelle. Mais comment? C'est ce premier pas-là. Alors c'est un bâtiment sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années, depuis 2015 je crois, et qui est à peine livré aujourd'hui, alors qu'il n'est vraiment pas très imposant. Mais pour vous expliquer la complexité de construire dans un site particulièrement isolé, un projet qui est quand même assez exigeant sur... comment dire, des conditions météorologiques parfois dramatiques. Enfin, on a eu toute une série d'aventures qui prouvent que la nature, dès qu'on y touche, elle se venge. Et on a intérêt à intervenir avec énormément
tact et de douceur. Il fallait l'apprivoiser. Ça a fini par arriver. Et c'était une vraie rencontre. Alors de lui, de cet état de ruine, de cet olivier à ses pieds, de ce cimetière au-dessus, de l'Altaroc. Nina le raconte si bien dans ce carnet de voyage que l'on projette. Ça a été peut-être une centaine d'allers-retours, Marseille, Sainte-Lucie-de-Talane, avion, voiture, enfin voilà, ça a été sans fin. En Corse, on pourrait appeler ça un caténach. C'est que j'ai porté ma croix pendant tant d'années pour aller restaurer ce bâtiment. Et ça a été une expérience extraordinaire. Ça a été un chemin initiatique pour moi merveilleux, très très exigeant, mais avec moi, à côté de moi, des gens qui m'ont aidé. Un architecte en chef des monuments historiques qui est Alain-Charles Perrault qui était là, qui a pris le temps de m'expliquer, des entreprises merveilleuses, enfin un maître d'ouvrage compréhensif. Il a fallu prendre ce risque et c'était plutôt le bon choix. Et tu parlais avant, non, aussi de l'importance de comment cette peau change année après année. Quand j'ai découvert ce couvent, il était donc en ruine, effondré à moitié. Et puis, sur les murs qui restaient encore debout, un figuier avait poussé, mais énorme. Et les racines étaient devenues structurelles. À tel point que quand ce figuier a dû disparaître pour reconstruire le bâtiment, le mur s'est effondré. Et c'était notre première erreur. Et quand on m'a dit qu'il fallait véritablement que l'on s'occupe de rejointoyer toute cette façade en granit alors qu'elle était envahie par la végétation, qui finalement l'avait autant détériorée qu'elle ne l'avait protégée, pour moi, ça a été un sacré dilemme. Tout ça pour vous dire que j'avais la volonté de trouver pour la strate contemporaine, cette greffe qu'on allait lui faire, un matériau qui est radicalement différent de sa dimension minérale originelle, puisque c'est du cuivre, mais qui a cette même dimension organique et qui a cette même capacité à s'embellir avec le temps. Et je pense qu'il faut, on en avait parlé rapidement avec Francis, je pense que même si tout n'est pas parfait, il faut le laisser vivre à un moment donné. Alors les abords sont ce qu'ils sont, tout n'est pas tiré au cordeau, mais je trouve que ça lui va parfaitement bien. Il faut que la nature reprenne possession des lieux, sans forcément le laisser se dégrader, mais que la sauvagerie reprenne, quoi. Et ici, ce qu'on voit dans le half-pipe, c'est exactement la même échelle, le même cuivre. C'est pas la même échelle, c'est plus grand sur le site, mais c'est les mêmes dimensions de perforation qu'on a choisi pour le cuivre. Et maintenant, la relation des Alors gens... le cuivre qui vient d'être posé là, qui est très, qui est très étincelant et qui va se patiner jusqu'à devenir assez sombre et assez rapidement. Et je trouve que cette transition est patente. Et ici, non? Oui. On voit plus. Alors, il est toujours différent, aussi bien dans les moments de transition pendant la journée, lever de soleil, coucher de soleil, que au fil des mois et des années. Et ce processus arrive particulièrement vite. Mm-hmm. Et c'est la réaction naturelle du cuivre, d'oxydation. Et ici, on ne voit pas des gens. Mais c'est comment cette transformation a changé aussi la façon que les gens de la ville, qui n'est pas... Bon, c'est pas loin, mais il y a quelques voisins, non, là. C'est qu'on voit à Google Maps. Extrêmement controversé. D'accord. Encore aujourd'hui. Beaucoup plus de succès à l'étranger qu'au niveau local, ce bâtiment. Pourquoi? Tu crois? On peut le comprendre. Mm-hmm. Tout le monde pensait qu'ils n'arriveraient plus à dormir à cause de l'effet très étincelant du bâtiment. On les a rassurés en leur disant que très vite, il allait s'éteindre. Mm-hmm. Mais non, je pense que
c'est un débat. Reconstruire à l'identique ou avoir un geste radical qui dialogue malgré tout avec le passé, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que c'est aussi une connexion, non, ce passage des escaliers entre la ville et la cour antérieure. Non, c'est une nouvelle espace. C'est une transition. Ouais. Avec la volonté, quand on traverse cet escalier qui est ouvert à tout le monde, puisque c'est un escalier extérieur, de vivre une expérience qui touche un petit peu au sacré, avec le jeu de la lumière. Et maintenant, vous avez aussi gagné, non, avec Rudy Ricciotti, un projet complètement différent, mais c'est dans une ville plus grande, mais avec aussi l'importance de l'intégration de la nature. Non, on parlait de ça avant aussi, comment on peut trouver des façons pour intégrer cette végétation. Et ici, c'est aussi avec la participation de notre architecte, non? C'est très discret. Oui, absolument discret. Je peux le dire, invité Rudy Ricciotti sur mon île, et il me dit, quand on est invité en Corse, on ne met pas les pieds sur la table. Je lui dis, tu as tout compris, on va construire ensemble. Et on a vraiment, ça a été une vraie rencontre architecturale. Je construisais dans la pente, on était en train de le faire sur le groupe scolaire de Lumio, que Francis a filmé aussi d'ailleurs. On construisait vraiment dans la pente avec des matériaux locaux. Rudy m'a dit, tu vas encore plus loin, il faut encore l'enfoncer davantage, vraiment suivre la déclivité. Et il a eu comment dire, ce respect de construire avec le savoir-faire local, lui qui est quand même très BFUP, enfin, on connaît tous ses projets, c'est complètement mis à la page locale, je dirais, pour que toutes les entreprises soient en mesure de réaliser un magnifique bâtiment, un instrument de musique qui était extrêmement attendu en Corse et particulièrement à Ajaccio. Et avec la création de cette façade, qui est la pétrification d'une composition d'un morceau d'un concerto d'Henri Thomas. Et avec comment on appelle ça, le granit corse. Et cette notion de parc sur la toiture. Et cette volonté de s'effacer. On parlait tout à l'heure de la difficulté pour les habitants quand une friche est restée vierge pendant des dizaines d'années. Parfois même la douleur de voir que quelque chose se reconstruit et que tout leur échappe. C'était aussi ça, cette envie de s'enfoncer et d'être le plus discret possible, une double perception. Quand on est à l'échelle du bâtiment pour y rentrer, c'est un rez-de-chaussée. On s'enfonce dans la terre quasiment. En revanche, quand on est sur une avenue beaucoup plus lointaine, on a la perception d'un bâtiment signal sur 3 niveaux. C'est l'intérêt de la déclivité. On a d'autres projets, mais je crois qu'on va premièrement voir des projets de Carlos, non, pour mélanger un peu. Et en tout cas, uno de los ejemplos. Dans ton cas, l'un des premiers exemples, c'est celui du REC Comtal. Une transformation assez intéressante. Peut-être que ce serait mieux que toi tu l'expliques. Quel était ce projet et où il est? Le REC Comtal, c'est un canal, c'est une infrastructure hydraulique, parmi les plus importantes de Barcelone, qui a provoqué une évolution sociale, économique depuis le Xe siècle. Voilà l'évolution du REC Comtal. C'était juste un petit canal qui amenait l'eau d'une mine de Montcada vers le centre de Barcelone. Comme c'était un canal ouvert, eh bien, ça a dynamisé
l'agriculture, et ensuite a dynamisé l'industrie. Au XXe siècle, qui est probablement le siècle le plus dévastateur de l'histoire de l'architecture, même s'il y a des bons architectes, mais au XXe siècle, on a détruit beaucoup d'infrastructures naturelles, dont celle-ci. Au XXe siècle, Barcelone, avec l'évolution de Cerdà, a imposé une logique de l'automobile et a éliminé des infrastructures comme celle-ci. Donc le projet du REC Cantal vient d'un projet qu'on a gagné quand on était très jeune, Europan, il y a 10 ans. Il y a un lien avec la France, si je me souviens bien. Donc on a gagné ce concours en 2013. On a gagné puisqu'on a changé l'emplacement du concours. Et en changeant l'emplacement du concours, en disant que les bases étaient mauvaises et qu'il fallait faire autre chose, eh bien, on nous a demandé de travailler ailleurs. Un lieu qu'on ne connaissait pas, mais qui reprenait le tracé du REC Cantal. Donc il fallait mettre en valeur ce tracé et de le transformer en une espèce de musée à ciel ouvert. Nous avons vu le potentiel du REC Cantal du point de vue du patrimoine hydraulique et nous avons dit qu'il fallait éviter l'aspect musée mais le transformer en espace vivant. On voulait travailler dans toute la ville, essayer de récupérer des espaces en essayant de réintroduire l'eau, de la nature renaturalisée et prévoir une promenade qui allait réunir plusieurs quartiers de Barcelone et qui aurait pour axe principal le REC Cantal en se concentrant sur les zones dégradées. Masterplan en 2015, 2017 et 4 ans plus tard, 2021, nous avons pu réaliser la première intervention qui est basée sur la renaturalisation de quartier de Vallbona, qui est probablement le plus pauvre de la ville, au nord de cette ville de Barcelone. Donc renaturalisation avec pour objectif d'apporter une amélioration de l'environnement, que ce lieu redevienne un espace de biodiversité, le protéger. Alors il y avait un problème de sécurité. On nous obligeait à mettre des rambardes. Nous avons pensé qu'il fallait plutôt créer des miradors, essayer d'élargir l'espace pour que les gens puissent être sur le REC Cantal et bien, voir l'eau. Donc essayer d'améliorer l'environnement en plantant des espèces qui vont non seulement réduire la température, mais également purifier l'eau. Et on a tout de suite remarqué qu'il y avait de plus en plus d'espèces qui sont revenues, même les rats, mais des oiseaux, des insectes sont réapparus. Alors, autre projet, ça c'est le concours qu'on a gagné en 2017. Il y avait cette image, on voulait élargir la maison, faire une sorte de structure complexe. Le budget a été paralysé du fait du Covid. Mais comme il fallait commencer à faire quelque chose, on a vidé l'espace. Et on l'a transformé en espace ouvert sur le jardin. Une sorte de refuge climatique ouvert sur le jardin qui peut être utilisé à des fins diverses. Et nous espérons que cela va créer une tendance différente dans le quartier. Donc ça, c'est dans des zones densément peuplées, en ville. Mais vous avez aussi des projets dans des zones un peu plus rurales. Il y en a 2, ou dans des zones plus naturelles. Alors, l'intervention, c'est plus ou moins toujours la même. C'est essayer de comprendre les opportunités et essayer d'utiliser que quelques éléments. Là, il s'agit de la tour de Merola. C'est le patrimoine catalan du XIIIe siècle, une tour de défense de la zone du Berguedà qui était en ruine à
cause de tremblements de terre au début du XVe siècle, puis ensuite des rafales de vent dues au changement climatique maintenant, au XXIe siècle. Donc notre objectif, c'était stabiliser la tour. Mais nous avons proposé un projet à 3 fonctions. Stabilisation de la tour, reconstruction volumétrique de la tour avec une structure, mais le plus important, un escalier, pour récupérer cette expérience du patrimoine. Le patrimoine, ça doit être une expérience. L'expérience est plus importante que le matériel. Et donc on a récupéré le point de vue qu'on avait au XVe siècle, tout en maintenant la tour, donc double fonction pour ainsi dire, les émotions, récupérer un point de vue comme un mirador, mais c'est une structure qui maintient aussi la tour. Et autre projet, l'un de nos premiers projets d'ailleurs, d'amélioration de la connexion du centre historique de Gironella. C'est vraiment un projet très petit, c'est le plus petit de nos projets présentés ici, 4 mètres carrés, qui a pourtant changé totalement la dynamique dans cette ville. Comme dans beaucoup de villes, et comme le disait Amélia, en Catalogne, les centres historiques, les villes tournaient le dos aux fleuves, à la rivière, aux éléments naturels. Et le centre historique était très dégradé et les gens ne vivaient que dans la partie moderne. Le maire de Gironella nous a dit « mettez un ascenseur pour essayer de faciliter ce lien entre la partie moderne et la partie ancienne ». Donc, positionnement stratégique de l'ascenseur pour dynamiser et pour essayer également de redonner vie à une promenade qui parcourait le centre historique. Non, on a récupéré le centre historique, on a récupéré des espaces. La décision, ça a été la vôtre, du positionnement de l'ascenseur. Oui, c'est nous qui avons fait cette proposition. Tous ces projets, ils évoquent le temps. Là, on est au château de Jorba. C'est un lieu où il y a toujours eu des interventions. Et donc, il y a des couches, pour ainsi dire, des couches sédimentaires de l'histoire depuis le Xe siècle jusqu'au XXIe siècle avec notre intervention. Nous voulions pouvoir marcher sur les différentes strates. Donc, 2 interventions stratégiques avec des escaliers très petits. Et la deuxième intervention, couvrir un espace avec des peintures qu'on a découvertes au moment des travaux pour essayer de protéger. Donc c'est presque une architecture éphémère. Donc travailler avec le temps, c'est un peu le thème, le sujet de l'exposition. Nous, on imagine nos interventions comme prenant en compte un moment, certes. Cette intervention, cette architecture va pourtant évoluer, va peut-être se développer et nous espérons qu'elle va être réutilisée par d'autres architectes à l'avenir. Vous avez aussi des projets qui sont complètement nouveaux, de nouvelles constructions, mais qui ont aussi la même relation avec la mer. On parlait avant, cette maison où il y a... il est dans un centre urbain, mais cette connexion avec la nature est toujours là, comme on voyait dans ce projet d'une échelle plus grande, mais aussi dans des bâtiments avec des échelles plus petites. J'ai pas d'image de la maison, mais j'ai l'école. J'ai la chance de pouvoir intervenir sur 2 pièces très différentes de la ville d'Ajaccio, que sont la Citadelle et cette villa des années 50 qui était aussi laissée à l'abandon depuis de nombreuses années. C'est 2 façons de toucher la mer, 2 façons d'intervenir sur le littoral et de révéler ce qui est déjà là. Et c'est sur les études que l'on fait sur la Citadelle, c'est la même démarche que Karl. On est sur une espèce de
ponctuation très subtile. On ne va faire que révéler et offrir de la lisibilité à un espace qui est d'une force phénoménale. La citadelle d'Ajaccio a une dimension, comment dire, on dirait véritablement un quartier. Elle a une architecture très particulière, très différente des autres citadelles, beaucoup plus militaires, je dirais. Cette villa, de la même manière, est au niveau de la mer. On est sur la plage. Je voulais retrouver cette connexion avec la Méditerranée, avec le rivage, la plage, voilà, dans une espèce de pareil, une fois de plus, de mise en récit de la façon dont on y rentre et on la traverse jusqu'à être totalement coupé de la ville. Et retrouver certainement des souvenirs d'enfance et même plus loin des moments que je n'ai pas connus d'un Ajaccio qui est souvent fantasmé aujourd'hui et sublimé des années 50, de toutes ces plages de l'époque de Tino Rossi, toutes ces périodes-là. Cette connexion est la même que, c'est pas là, c'est pas le même endroit, mais ce que tu cherches dans le projet qui n'a pas... Ça, c'est un concours perdu. Ouais. En Haute-Corse, on avait l'envie d'expérimenter la lauze, le schiste, de travailler avec tout ce savoir-faire très local et que l'école se fonde véritablement à la nature, tant elle est belle autour. Et je crois que tous ces bâtiments-là, ces bâtiments éducatifs, leur architecture, alors dans les perceptions qu'elles offrent sur le paysage, mais la façon dont ils sont conçus aussi, participent à la façon dont on va faire évoluer nos enfants. Donc, c'est ce que l'on tente à travers des gestes assez symboliques, un escalier en gradin sur le groupe scolaire de Loum qui a été conçu justement avec une artiste pour montrer l'élévation d'un enfant qui passe de la maternelle vers l'élémentaire et qui en même temps reproduit les courbes de niveau du site. Beaucoup de notions comme ça qui se mêlent pour responsabiliser l'enfant. Et ce lieu-là, on l'envisageait plus comme un observatoire de la biodiversité. On dirait presque un animal avec une carapace, que comme une école classique. On a vraiment très très envie de responsabiliser ses enfants, peu importe le territoire finalement. Et c'est ce qu'on a fait aussi à Villeurbanne. Parce que c'est le premier lieu d'apprentissage. L'architecture participe. Et c'est la même chose qui se passe dans un milieu qui est complètement différent. Absolument. Alors là, quand on est retenu sur ce concours, avec l'artiste Pauline Guerrier, avec laquelle je travaille régulièrement, Pauline est en résidence d'artiste au Bénin. Et on échange beaucoup, uniquement par mail, on ne peut pas se joindre, on peut dessiner, on peut faire très peu de choses. Donc il a fallu repenser la façon de communiquer pour travailler ensemble sur ce concours et revenir à des essentiels. Je voulais profiter de l'opportunité qu'elle soit sur un autre continent pour faire passer un message qui soit universel. Il se trouve qu'elle se balade dans des villages du Bénin et qu'elle voit sur le visage de petits enfants des empreintes que l'on retrouve sur les huttes dans lesquelles vivaient toutes ces familles. Et ensemble, on développe ce concept d'identité, d'appartenance, d'être ensemble, mais en même je dirais, de singularité et de collectif pour les enfants. Et cette histoire-là se traduit par cette arborescence qui se développe sur cette façade qui fait 170 mètres de long, extrêmement compliquée à mettre en œuvre, façade pour laquelle on a fait justement appel à cette entreprise de Salerne pour la mise en œuvre de ces terres cuites particulièrement organiques.
Et on pousse, mais grâce à la maîtrise d'ouvrage, hein, pour le coup, on pousse la démarche un peu plus loin avec les enfants, puisque des ateliers d'artistes collaboratifs sont organisés avec Pauline et moi-même pour permettre aux enfants de développer cette notion d'identité, d'empreinte à l'intérieur même du bâtiment. Et c'est leur œuvre collective qui prendra le relais à l'intérieur du bâtiment, en écho à ce qui se passe dehors. Génial. Je vais vous demander, on va commencer à aussi demander s'il y a des questions en général du public, mais je voudrais aussi que vous pensiez une question à remettre à l'autre. L'intérêt que vous avez avec les œuvres, la façon de penser, des choses que vous avez dites et que peut-être on peut maintenant, pas seulement moi, mais que vous, entre vous, vous pouvez vous demander, vous questionner quelque chose. Moi, je demanderais, je serais curieuse de savoir si, Karl, tu as toujours la même, comment dire, le même engouement à construire des bâtiments neufs après toutes ces expériences sur quelque chose qui existe déjà, et surtout la ruine. Comment tu fais pour garder un désir qui soit aussi fort C'est une bonne question. Je crois que c'est important de souligner que j'ai commencé ma pratique, mon cabinet, en commençant sur des petits projets tout petits dans le quartier de Gracia à Barcelone, intervention dans des appartements existants. J'ai appris à travailler avec des matériaux, avec les lieux, comment mettre en valeur le préexistant. Puis après, j'ai eu la possibilité de travailler dans des environnements hors de Barcelone, des petites villes comme Gironella ou la Tour de Perola, où ce sont des interventions minimes, non, où il s'agit de révéler le préexistant. Et j'ai remporté des concours, nous avons remporté des concours, et nous sommes en train de travailler sur des projets nouveaux, ce qui nous fait penser que ce que nous allons construire à l'avenir, eh bien, nous imaginons que ça pourrait être un patrimoine d'avenir, ça serait des matériaux sur lesquels on pourrait reconstruire, que l'on pourra réutiliser. C'est un futur préexistant. Donc cela m'amène à penser, ou en tout cas à projeter ces interventions à partir de construction nouvelle, dans une même optique que les projets de restauration, à essayer d'être très systématiques, très structurés. D'ailleurs, dans l'installation, il y a 2 ou 3 projets qui sont des nouveaux projets où le projet n'est qu'une structure, c'est une sorte de structure de murs porteurs pour une structure d'un logement ou des portiques pour un marché qui serait un futur espace public, par exemple. Donc je pense que lorsque l'on travaille dans des environnements préexistants, et j'adore travailler avec des éléments préexistants parce que c'est déjà en soi l'architecture, eh bien l'intervention doit être minutieuse, extrêmement précise, mais quand c'est à nous d'apporter cette nouvelle perspective, ce nouveau cadre architectural, spatial, j'essaye d'être très systématique, très ordonnée en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'essaye de conserver ce rêve, cette énergie que j'avais au départ et que je développe aussi sur les projets maintenant. Moi, je suis très surpris, très enthousiasmée par ton travail. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur cette idée, ce rapport si physique, si émotionnel, si personnel avec l'île. Cette vue de l'horizon, cette idée de faire une photo. À chaque fois que tu arrives, retourner sur la plage, refaire cette photo. Cette idée de la répétition m'intéresse énormément, cet enracinement avec le lieu. Nous avons beaucoup d'amis à Majorque, qui est une île qui est très semblable, n'est-ce pas, à la Corse, avec une architecture très particulière qui génère en soi une sorte d'écosystème, un univers qui lui est propre. Et donc tes projets, eh bien moi j'ai envie de les voir, j'ai envie de me rendre sur l'île
et connaître ton œuvre. Donc j'ai une question. Alors il y a des projets qui sont dans des villes, qui sont donc plus complexes, mais ce rapport que tu as développé, que tu as avec ton lieu, avec l'île au niveau émotionnel, quand tu te rends dans une ville ou un concours pour un lieu que tu ne connais pas aussi bien, comment est-ce que tu établis ce rapport si particulier? Je me suis longtemps posé cette question. Alors j'ai laissé aller mon désir là où il voulait. Ça a été longtemps la Corse comme quelque chose de... comme le berceau de mon architecture, je dirais. Et puis, quand je dis une ouverture à tous les horizons, j'avais la nécessité de construire ailleurs. Et quelques opportunités se sont présentées. Et le mode opératoire que j'avais mis naturellement en place avec tous ces gens qui m'accompagnent sans cesse de disciplines diverses et variées, je l'ai répété sur ces villes qui m'étaient étrangères. Et le fait de faire toutes ces enquêtes, tous ces préalables, de découvrir l'histoire d'un lieu, l'histoire des gens qui y vivent, me rendent, je le lisais encore hier sur une autre opération, me rendent aussi amoureuse de ces territoires qui ne sont pas les miens au départ et que je finis par m'accaparer. Et à chaque fois, le projet est un cadeau que j'ai envie de faire. Et en fait, à chaque fois, il y a plus de gens qui préfèrent travailler dans un contexte qu'ils connaissent. Dans ton cas, Enric et Pablo Cardas, tu penses à travailler plus loin que dans la Catalogne. Et la façon de travailler, ça serait plus ou moins la même? En fait, je travaille, j'ai des projets hors de la Catalogne, j'ai des projets à Majorque, aux Baléares, 2 projets, l'un qui est en cours et l'un qui est sur le point d'être entamé. Nous avons également un projet à la frontière de Catalogne, à Cretas. Et bon, j'ai envie et j'ai la volonté également d'essayer d'aller ailleurs. Mais moi aussi, je pense comme Amélia que dans notre cas, toutes les villes où je suis intervenue étaient des villes inconnues. Je n'étais jamais allée à Gironella ou à Giorba, par exemple. Et après cette première visite, moi, je pense beaucoup à toute cette composante plus objective de l'architecture, essayer de comprendre le lieu, les conditions climatiques, atmosphériques. Il y a vraiment une sorte de condition intuitive qui est très importante. L'intuition, pour moi, est essentielle. Cette première intuition qui est le projet, on le voit très clairement, on comprend cette connexion, cette opportunité qui est donnée, cette nouvelle voie qui s'ouvre. Et je crois que c'est quelque chose que l'on peut facilement... Enfin, bon, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose que l'on peut essayer d'explorer ailleurs. Dans le public, nous avons des personnes très particulières. Je ne sais pas si tu serais intéressé à les inviter pour qu'ils nous donnent leur opinion sur les petits qui se trouvent là-bas au fond. Tu crois qu'ils seraient capables de nous donner leur opinion? Est-ce qu'ils ont visité certaines de mes œuvres? Mes enfants? Oui, oui, plutôt. Alors, est-ce qu'ils sont ouverts à partager leurs opinions? Est-ce qu'on peut les appeler? Oui. Allez, on les appelle. Paul et Aina. Alors, est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que Paul et Aina, vous avez été sur certains de ces lieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non. Non, non, il faut que vous racontiez une histoire, que vous disiez. Oui, nous sommes allés au Recontal, 1 ou 2 fois, je crois. Et puis sur la tour également, nous l'avons visitée. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? La tour Merola. Oui, j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? Tout en général. Parce que c'est papa qui l'a fait ou parce que tu étais bien là-bas? Est-ce que vous y êtes monté là-haut? Oui, oui, bien sûr. Ah, parce que le lieu est très joli. Et puis parce que c'est mon père qui l'a fait également. Et l'ascenseur?
Bien sûr, vous y avez été également. Oui, nous y avons été également. Ça a été super, en fait. Ouais, c'est vraiment super. C'est très amusant. À expliquer ces expériences, je crois qu'entre le public, on peut avoir aussi des gens qui ont des questions pour Amelia, pour Carlas. Est-ce qu'on a des questions du public? D'accord. Bonjour. Alors, peut-être pas une question, mais plus une ouverture. En vous entendant parler, Monsieur Henrich, de le nouveau projet comme finalement une future préexistence, une future ruine, ça fait presque penser à ces peintures d'Hubert Robert du XVIIIe siècle. Et on pourrait se dire alors, face à un projet architectural, peut-être nos premières intuitions, les premières idées qui vont nous venir en tête d'un bâtiment fini. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait l'imaginer en ruine. Et c'est peut-être cette possible ruine projetée qui deviendrait la matière à projet et la substance même du vrai projet. Voilà, en ouverture. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez ajouter quelque chose? Bueno, yo creo que... Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de penser qu'un bâtiment, c'est comme un magasin de matériaux. Un bâtiment, finalement, c'est un lieu où l'on entrepose des matériaux et qui, à ce moment-là, ont une utilisation, une fonction, mais qui, c'est-à-dire qu'il y a un processus futur de démontage important. Nous avons un exemple à 200 mètres d'ici, le palais de Tokyo. Pour moi, c'est une référence tout à fait extraordinaire. Le palais de Tokyo, c'est vraiment l'un des projets de référence les plus importants dans tout le travail de Lacaton et Vassal. Et dans ce sujet, on pourrait penser à effectivement, ce bâtiment comme une future ruine, mais plutôt que d'y penser à cette ruine comme avec ce côté romantisme, penser qu'un bâtiment sera certainement une ruine à l'avenir, mais qu'il doit être utile tout au long de sa vie. Ça doit être un bâtiment vivant en étant ruine et en étant bâtiment en soi. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions utiliser toutes ces différentes étapes et sortir un peu de cette idée romantique de la ruine comme quelque chose de plus pictural. Ça doit être quelque chose de plus vivant. D'autres questions? Oui, bonjour. J'en ai noté quelques-unes. Ça va être pour monsieur. Vous dites souvent ne pas avoir beaucoup de budget pour vos projets. Et on sent par là aussi votre identité sur vos projets. Comment feriez-vous évoluer vos œuvres si vous aviez plus de moyens? En faisant plus de choses. Je crois que cette idée, justement, c'est celle de Lacaton et Vassal, cette idée de plus de surface. Plus ne veut pas dire pire. C'est comment embrasser plus, essayer d'avoir de plus d'espace. Comme disait Amelia, c'est-à-dire que si on n'a pas de budget, eh bien nous n'avons pas suffisamment de ressources et profiter du lieu en tant que territoire, d'espace, de programme, d'espace utile. Dans mon cas, le budget a conditionné maint projet, mais je ne le considère pas comme quelque chose de négatif, quelque chose qui explique le projet, mais le projet peut évoluer par la suite, dans une autre phase. Amelia, tu veux ajouter quelque chose? Je crois que c'est la contrainte qui fait le projet. Et la contrainte économique, effectivement, Karl l'appréhende particulièrement bien. Moi, je suis moins à l'aise, je dirais, avec ça. Je dépasse souvent les budgets. Ça se passe. Carlas aussi? Que passas aos pressupostos ou tu
nosotros no es que nos guste trabajar. C'est pas que j'apprécie travailler avec des budgets limités. Maintenant, parfois, on a des projets sur lesquels on a beaucoup plus de budget que ceux qu'on voit ici, mais j'essaie de faire en sorte que le budget soit une condition qui construise le budget, parce que s'il n'y a pas de budget, ça nous est très difficile de penser à quelque chose, d'imaginer quelque chose. Donc oui, pour nous, c'est un paramètre très important dans le travail. Question ou d'opinion des gens sur les projets qu'on a vus, sur l'exposition, sur le half-pipe? J'ai encore une question. Merci. Je vais la poser à vous, madame. C'est vrai que dans les villes, on a toujours poussé la faune, en tout cas sur le dernier siècle. Vous parlez de peau lorsque vous parlez de façade, notamment de façades végétalisées. Comment y inclure demain la faune selon vous? On a souvent fait en sorte de chasser les oiseaux, les rongeurs, les insectes. Qu'en pensez-vous et quel est votre point de vue justement sur essayer d'inclure de nouveau plus les animaux au niveau de la peau de nos bâtiments? C'est des choses que je constate sur certains de mes bâtiments parce qu'ils sont en pleine nature et que la vie prend sur eux au fil du temps. Aujourd'hui, c'est une démarche active. La dernière opération, le dernier concours qu'on a fait, on s'est associé les services d'un écologue. C'est deux nouvelles compétences que jusque-là, j'écartais un petit peu, ou je n'avais pas la présence d'esprit de les intégrer. Et maintenant, ça fait partie prenante de notre réflexion et les façades doivent être habitées. Alors après, le message doit passer auprès des maîtres d'ouvrage. Mais je crois qu'avec cette discipline-là, en se rapprochant de ces compétences-là, on va être en mesure de faire passer un message favorable, un début de quelque chose. C'est vrai qu'on a réussi à faire passer le message de végétaliser des façades, mais dès qu'on donne le mot de laisser les animaux s'introduire dans nos bâtiments, c'est animaux sauvages, on va dire, entre guillemets, le maître d'ouvrage, il vous regarde différemment. Bueno, yo creo que el tema de los... Sur les animaux et les bâtiments, c'est un sujet qui nous intéresse. On est en train de créer une tour pour les pompiers et la mairie de Barcelone nous a demandé une façade qui soit presque opaque, mais avec des nids pour les oiseaux. La tour est assez élevée, haute, et donc il faut qu'il y ait un espace pour les nids des oiseaux. Donc on en a parlé avec les bombiers. Que va-t-il se passer si votre façade de votre quartier général des pompiers allait inclure des nids? Mais on leur a dit, mais c'est peut-être très réaliste justement avoir cette tour de simulation d'incendie et savoir qu'il y a d'autres difficultés, travailler avec les animaux. Il nous faut savoir cohabiter avec les animaux. Il n'y a pas que les êtres humains, il y a les végétaux, la faune, la flore. Sans eux, on ne peut pas vivre, donc il faut trouver des façons, même dans les villes, de travailler en coexistence plus harmonieuse. Alors peut-être que les clients publics, les mairies, c'est eux qui vont être les précurseurs. En tout cas, il faudrait qu'ils donnent l'exemple. Les mairies devraient être toujours devant, à l'avant-garde en matière de décision stratégique. Pensez-vous que la plupart de vos clients sont publics? La plupart de vos clients sont publics? Privé. D'accord. Algún privado, pero la mayoría pública. Oui, quelques-uns privés, mais la plupart publics. Très bien. Y a-t-il des questions de Barcelone ou alors vous connaissez tout par cœur? Ou alors une question de nos amis barcelonais pour Amélia.
Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure d'une part de contrainte avec la législation. Il s'avère que je suis contrôleur technique et j'ai pu constater, moi, des projets évoluer avec justement les différentes législations. Alors, je ne connais pas particulièrement l'Espagne, je connais plutôt la France. J'ai trouvé toujours quelque chose d'intéressant dans la part législative, c'est que des projets ont évolué. Est-ce que les vôtres ont évolué au fil du temps? Vous parliez de 2015 à 2022. Est-ce que celui-ci particulièrement a évolué avec plutôt que contre la législation? Je crois que la plus grosse contrainte que l'on rencontre en France, et je pense que tous les architectes sont d'accord, c'est le sujet des protections collectives en toiture. Donc, suivant les projets et le rapport que l'on peut avoir avec les bureaux de contrôle, on multiplie les gestes ingénieux pour faire en sorte de ne pas défigurer nos bâtiments, sans mettre en danger qui que ce soit. Mais on voit que c'est possible en Espagne, c'est possible au Portugal. Pourquoi ça ne serait pas possible en France? Et ça fait partie intégrante aujourd'hui de la conception de nos bâtiments. Échapper à la protection collective qui défigure les bâtiments. Tout en étant dans les clous. Hein. On n'a pas le choix, on est sur des équipements publics. Donc. Oui, donc, je veux vous remercier pour cette conversation, pour vous connaître mieux. Tu veux dire quelque chose? Oui. Bueno, yo quería... Muchas gracias, Iván. Merci Ivan, ce fut un plaisir. Amélia, merci à Francis pour son invitation, la possibilité d'être ici. Et là, je parle au pluriel puisque toute l'équipe du cabinet est ici présente. Parce que moi, je suis là devant vous, mais c'est vraiment un travail collectif. Adriana et Aymar qui font partie de l'équipe depuis de très nombreuses années. Nous sommes une bonne équipe. Et j'aimerais saisir cette opportunité pour remercier mes parents qui sont là aussi. Et vous avez vu mes enfants et Sandra. C'est pour eux qu'on travaille au jour le jour. Vous remerciez quelqu'un? Moi, je remercie tout d'abord chaleureusement Christine Carbone, ajaxienne, qui m'a donné avec Francis cette magnifique opportunité. Pour moi, c'est un éblouissement. Et puis, il y a ce truc un peu provincial de monter à Paris. Et tout à l'heure, je me suis retournée, j'ai vu cette tour Eiffel immense. Il y avait quelque chose, alors qui est peut-être ordinaire pour vous, mais moi ça m'a profondément touchée de pouvoir partager à Paris toutes ces pensées avec un architecte pour qui j'ai énormément d'admiration et dont l'architecture me parle énormément. Et puis après, je remercie mon équipe vaillante et en particulier Sophie. Et toute l'agence, forcément, qui, malgré la charge de travail importante, a fait en sorte d'édifier un projet intéressant. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au traducteur. Je suis ravie de vous avoir rencontré. L'équipe. Et je crois que maintenant, on va avoir l'exposition avec d'autres. Merci.